Bienvenue à vous tous. Je vous présente Bruno qui est notre filmeur, Bruno Denneman, qui est ancien co-gérant de Simple ou Double. Tu m'entends pas, hein? Ouais. Et qui fait des films et des photos. Et donc, si vous avez besoin de lui, il sait très bien faire ça. L'idée de filmer la conférence, c'est pour après pouvoir faire profiter celles qui ne sont pas là. Et moi, j'en fais mon affaire. Si vous n'avez pas envie qu'on capte votre image, vous regardez moi, vous ne regardez pas d'ailleurs. Et quand il y a la séquence questions-réponses, dans tous les cas, on ne filme pas. Donc là, c'est juste pendant la conférence, pendant que je le raconte. On a filmé quand même avant. On va voir, on va négocier. On va négocier. Pour savoir si je vais être à la caméra. Pas sur ce que je vais publier sur le net. Ça va? Bien. Franziska Godabauer, allemande, tropicalisée. Ça fait 30 ans que je suis à La Réunion. Et je grandis ailleurs. J'ai créé Acte Toi 10 ans. Le 3 janvier 2013, donc 10e anniversaire d'une entreprise qui était née d'un constat de la solitude des dirigeants. Acte-toi, Action Océan Indien. Acte-toi, à toi d'agir. Donc c'est ce que moi je fais et je travaille donc 2 tiers à La Réunion et 1 tiers en Europe. Donc j'ai un bureau à Berlin et j'interviens donc à La Réunion auprès des dirigeants, surtout sur des sujets intergénérationnels, sujet sur lequel nous allons discuter aujourd'hui, et en Europe, surtout sur des sujets interculturels. Et donc, ce que moi je vous propose aujourd'hui, c'est donc des visions de leadership et ces enjeux internes. Et on peut mettre plein de choses dessus, et je l'ai créé tout à l'heure, parce que moi, je crée les choses chaque fois, donc j'ai trouvé un nouveau terme. Donc, un nouveau outil qu'on va appeler leadership interne. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Du coup, c'est quoi le leadership interne? C'est quoi les enjeux? J'ai envie de vous montrer une image que je trouve assez parlant, qui reflète pas mal de liens avec les collaborateurs et les clients et nos interlocuteurs, des gens au TAFA. Donc, on est sur le sujet de la vision. Et quand on met 2 chiffres pareils, c'est là qu'on se réconcilie. Voilà, et c'est là où ça commence à devenir compliqué. Et nos visions, effectivement, sont toujours différentes. Et quand je vous montre ma main, effectivement, on voit tous une main, n'est-ce pas? Mais vous ne voyez pas la même chose que moi. Et même si je fais des efforts énormes, hein, nous ne voyons toujours pas la même chose. Et même quand je fais comme ça, nous n'allons pas voir la même chose. Donc il y a des points de vue, il y a des perspectives, il y a des façons, comment nous regardons les choses, qui font donner un sens différent à ce qu'on fait. Mon ambition ce soir, c'est plutôt de vous rendre curieux. Je n'apporte pas des solutions. Qui a eu déjà affaire au coach? D'accord. Qui sait c'est quoi le coaching? C'est plus compliqué. Le coaching, c'est un métier qui est, oui, un peu à la sauce de tout le monde. Il y a du life coaching, comment gérer sa vie. Il y a du love coaching, comment gérer sa relation. Du line coaching pour sa ligne, et ainsi de suite. Donc, on peut le mettre à tous les sauces. Moi, je suis executive coach et superviseur. Donc, c'est un métier qui nécessite des certifications. On comprend c'est quoi. Bienvenue. On est juste à l'introduction, donc vous n'avez pas encore grand-chose raté. Du coup, j'ai dit, qu'est-ce que ce n'est pas du coaching? Le coaching, ce n'est pas de la formation. Je ne suis pas là pour vous raconter quelque chose que je sais mieux que vous. Je ne suis pas un maître et vous n'êtes pas mon élève et on ne se rencontre pas de cette façon-là. En coaching, on se rencontre de cette façon-là. Donc, à hauteur des yeux. Et je ne viens pas avec une recette ou avec un outil qui sera ultra puissant, mais nous croyons en coaching que la ressource, elle est chez vous. Et je suis plutôt un miroir qui renvoie des choses, qui éveille, qui interpelle, qui interroge, qui perturbe parfois, pour que vous trouviez votre propre solution. Du coup, je ne suis pas consultant non plus. Le consultant, c'est quelqu'un à qui vous faites appel quand vous avez une difficulté, un enjeu pour faire appel à sa expertise. Quand on est avocat, voilà, on a besoin de l'expertise de l'avocat. Je n'ai pas envie qu'elle m'apprend le code de travail pour trouver ma solution, mais elle va me conseiller et très gentiment me dire, en ce cas, le choix t'appartient. Et donc, selon son conseil, je vais choisir ce que je vais faire et je vais aussi, quelque part, assumer les conséquences. Donc, dans les métiers techniques, le conseil est très intéressant quand on est un expert qui a un savoir-faire que moi, je n'ai pas envie d'acquérir. En coaching, on essaye autant que possible de ne pas donner des conseils parce que mon conseil à vos enjeux, qui suis-je? Ce n'est pas pertinent. Donc, mon ambition sera plutôt de vous aider de trouver vos solutions à vos enjeux
avec les différentes idées qu'on va développer ensemble. On va discuter discutez pas, ça sera plus un monologue pour une demi-heure, un petit 40 minutes. Et après, on va faire une séance de questions-réponses où là, vous allez challenger tous les points de vue que j'ai essayé de défendre et sur lesquels j'ai envie de partager avec vous. Ça vous va? Super. Donc, pas de formateur, pas de conseil, pas de gourou non plus, parce que le gourou crée un lien en dépendance avec l'autre. Donc, il y a des coachs gourous, mais c'est ontologiquement pas ce que nous cherchons. Donc, c'est plutôt un voyage éphémère sur un objectif défini, pendant une durée définie. Et je ne suis pas thérapeute non plus, parce que nous travaillons bien sûr sur l'humain, et avec l'humain des deux côtés, la psyche et la phys, qui vont ensemble. Donc, on a besoin de comprendre comment fonctionne l'humain et connaître les leviers. Mais le thérapeute va intervenir sur la souffrance et faire une analyse du passé pour aider de faire des nœuds ou des loops dans lesquels on se retrouve. Or que le coach, il va trouver ça intéressant si vous lui parlez du passé et écoutez gentiment, un peu comme un taxi qui va entendre votre voyage précédent, mais il va avoir hâte que vous lui dites où vous avez envie qu'il vous amène. Donc moi, je m'intéresse beaucoup plus à votre objectif, là vous avez envie d'y aller, pour vous amener avec la bonne cadence, avec le bon rythme, avec une certaine exigence, parce que le coaching vient du sport, donc on fait des pompes intellectuelles, même parfois on travaille avec le corps physiquement, pour amener vous et vos sujets à la destination qu'on aura définie ensemble et qui vous convient, avec les outils qui vous conviennent. Donc du coup, la différence entre thérapie et coaching, c'est vraiment que le thérapeute va chercher pourquoi les choses sont d'une telle façon, or que moi, je vais chercher comment faire avec ce qu'il y a. Vraiment pour, quelque part, porter les basiques sur la compréhension de ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec vous. Et tout cela est basé sur la science, ce n'est pas ma boule de cristal où je sors ça. Et donc, je travaille pas mal avec la neuroscience et j'ai quelques images pour challenger un peu vos cerveaux pour voir comment vous êtes capable de voir les choses. Donc là, je vous montre un diapo. Voilà, c'est... Oups. Je vous invite de voir le nombre de points que vous pouvez visualiser en même temps. Vous voyez combien de points en même temps? J'ai entendu 6, 4, 4. Il y a combien de points? Vous savez bien voir 12. Pourquoi vous croyez que vous voyez que 4? Parce que votre cerveau est perturbé par ce qui est affiché. Il ne sait pas le voir. Donc, on sait dans notre transformation de ce qui arrive sur votre œil, au niveau cérébral, pas le truc entier, même si vous vous concentrez beaucoup. C'est perturbant. Et même si l'image était petite, ce serait pareil? Même si? L'image était petite, Oui, c'est encore pire. C'est encore pire. Bon, j'ai d'autres. Calme, ça va. Et si je ferme un œil, je vois le même nombre que l'autre. Alors, regardez-moi le suivant. Ils sont bien bleus, les points, par contre. Ils sont bleus. Non, les points sont noirs même. Regardez celle-là. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous voyez? Ça paraît... Bouger. On dirait que ça bouge. Ça ne bouge pas, hein. Il y a une image. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les lignes oranges sont parallèles? Oui, mais on pourrait penser que... C'est chaud, hein? Mais si, Mais si, elles sont parallèles. ils sont parallèles. Pas dans ma tête. Est-ce que vous êtes d'accord que les cases noires comme les cases blancs ont la même taille? C'est dingue, non? Et votre cerveau vous raconte un mouvement et des biais qui sont autres que ceux qui la raison voit. Je vais vomir. C'est pas fini. Tu verras, ma troisième te plaira. Donc, il y en a un que vous connaissez tous, et c'est là. Non? Non? Si? Vous êtes tous d'accord que les deux points bleus foncés ont la même taille? Ben si. Ben si. Ben si. J'ai eu des gens qui sont venus mesurer, hein, donc on peut le faire comme ça, voilà, donc, voilà. OK? Donc, ils sont la même taille. Mais votre cerveau vous raconte le contraire. Et maintenant, spécial David, que voyez-vous? Ah ben, ce qu'on voit pas, plutôt. Bon, vous voyez quoi? Deux falaises. Un museau. Vous êtes gentils. Les filles, vous voyez quoi?
On voit des seins, d'accord? Tout le monde voit des seins, on voit un corps féminin. Et votre cerveau est fait pour, c'est pour ça que vous êtes là, parce que dès qu'on parle sexe, et tout le monde écoute, et notre attention est éveillée, et c'est comme ça on se reproduit, et c'est pour ça que l'ADN est arrivé jusqu'à ici. C'est très, très profondément ancré en nous. Mais ce qu'il y a aussi, et ce que vous ne voyez pas, c'est deux bonhommes qui font de la danse. Eh oui. Moi, je vois toujours pas mal. Tu vois des bonhommes là? Regarde. Je te l'ai fait. Ah ouais? Mais oui. Super. Mais oui. Bon, cette petite introduction pour vous Les dessins, c'est mal dessiné. permettre de vous rendre compte qu'il vaut mieux observer que juger. Et c'est un peu le fond de mon propos aujourd'hui, parce que les enjeux de leadership auprès des enjeux intergénérationnels sont souvent en difficulté par rapport au jugement que les uns portent sur les autres, hein, et avoir une attitude un peu plus scientifique, un peu plus observateur, avec un petit peu plus de distance pour challenger les hypothèses, pour voir ce qui est vérifiable, palpable, observable, aidera. On va voir comment le faire. Je vous ai dit que ça fait 30 ans que je suis à La Réunion. Donc là, une belle vision, un endroit pas loin d'ici, avec la vue entre deux sur le Piton de Neige. Une île de dingue, non? Voilà. Ouais, là, t'as de la chance, il pleuvait pas. Non, c'était un jour où il ne pleuvait pas. Et je vous propose d'autres visions avec d'autres montagnes, que là d'où je viens. Donc ça, c'est un peu ma terre à moi. Donc moi, j'ai grandi dans un endroit qui était très différent de l'endroit où je suis aujourd'hui. Pourtant, il y a partout des montagnes. C'est juste la température qui change un peu. Donc, cet voyage entre le monde, d'être international, d'être interférent, être in, dedans, et terre, inter, double mot de jeu, jeu de mots. Étant allemande, je ne parle pas toujours français. J'avais envie de tourner tout ça, pas seulement autour de intergénérationnel, mais intergénérationnel, c'est souvent, on pense, des vieux, des vieilles. J'ai 55 ans, donc à partir de 45 en entreprise, vous êtes senior, vous êtes conscient, qui coach ou manage des jeunes. Alors, les enjeux intergénérationnels, c'est aussi des jeunes qui ont des collaborateurs qui sont peut-être plus âgés. Donc on va faire un petit test. Qui est né avant 60? OK. Qui est né avant 70? Donc, je suis la plus vieille. Punaise. Tu vois? Ouais. Qui est né avant 80? OK. Qui est né avant 90? OK. Qui est né avant 2000? Voilà. Comme quoi, on a un bon panoplie de bien voir les enjeux, pas seulement intergénérationnels, mais aussi interculturels entre vous. Par le simple fait que vous avez certes différents âges, mais vous avez aussi différents sexes, vous avez différents lieux de naissance, vous avez une différente position dans la famille, vous avez différents lieux où vous êtes éduqués, vous avez différents contextes familiaux, vous avez différents nombres de frères ou sœurs ou pas, vous avez encore vos parents ou pas, et ainsi de suite. Ce qui fait que le truc d'intergénérationnel, c'est aussi un questionnement interculturel. Et je pousse encore un peu et je vous montre une image que j'ai utilisée dans la conférence pour la Fabrique du changement il y a maintenant déjà 2 ans, sur juste en plein de Covid. Hein. Be sure to wash your hands and all will be well. Ça, c'était l'époque, oui, bon, le Covid, pas grave. Et Peter Hawkins, qui est un des grands gourous de coaching, il disait, mais attention, ça c'est la petite vague, parce que derrière, il y a probablement une récession de dingue. C'était avant qu'on avait une guerre, on ne savait même pas que ça allait venir. Le climate change nous pend au nez. Et le vrai enjeu, c'est la biodiversité qui va collapser. Et voilà, il y a un topo qui est quand même plutôt flippant. Et il met là-dessus en disant, mais tous ces enjeux sont ne pas que intergénération, pas que interculturels, ils sont interconnectés, ils sont interdépendants. Donc, leadership inter, c'est le truc sur lequel vous, entrepreneurs, dans votre posture aujourd'hui d'entreprendre dans un microcosmos de la Réunion, avec des employés et avec des gens que vous devez gérer en interne
quand ils travaillent pour vous, mais aussi des clients et des fournisseurs et tout un environnement, un système autour de vous. Avoir une attitude, une posture pour être leader de votre enjeu qui est premièrement vous, avec vous-même, mais dans le système de tout ce qui se passe autour de vous. Ça va, hein? Là, ils sont peur. Il y a des idées d'ailleurs. Donc, leadership intergénérationnel, leadership interculturel, leadership interconnecté, voire leadership interdépendante. Nous pouvons aujourd'hui plus faire l'économie de cette idée qu'effectivement, nous sommes ensemble et même sur un caillou comme la Réunion, on est complètement interdépendant avec tout ce qui se passe autour de nous. Et vous avez probablement un intérêt d'être conscient des enjeux de demain. Drôle d'hasard, hier matin, mardi matin, il y avait au Grand Bien vous fasse France Inter une émission sur, je ne sais pas pour ceux qui écoutent, les jeunes, et donc concilier la vie personnelle et le travail. Il y avait l'épisode 3 qui était « Quel sens les jeunes donnent au travail ?» Donc là, je raccroche un peu l'idée des générations et vous êtes au milieu, parce que vous n'êtes pas encore si vieille que moi, mais on a quelques qui sont encore vraiment jeunes, mais vous allez avoir affaire à des gens encore plus jeunes que vous. Et pour vous, comme pour tous les autres, c'est déjà trouver un travail. Trouver un sens de faire quelque chose, de se lever le matin et se chercher un job. Le deuxième qui est relevé, c'est la relativisation de place de travail. La fameuse étude IFOP qui disait en 2020 déjà que 58% des salariés affirment que la crise sanitaire avait changé le rapport au travail. La crise de Covid, tout à l'heure je vous montrais les vagues, c'était une vague qui a changé complètement notre façon de fonctionner dans les entreprises. Le télétravail, auquel je travaillais sur ma thèse il y a 30 ans, j'ai écrit 5 cm sur le télétravail. À l'époque, il n'y avait pas d'ADSL. Ça veut dire qu'il n'y avait pas les débits. Ça a pris 30 ans et 2 semaines et tout le monde savait faire du télétravail. J'étais scotchée. Hein. Je ne dis pas forcément que c'était la bonne chose, mais pour faire revenir les gens dans les entreprises, très compliqué, de recréer les motivations et ainsi de suite. Cette phénomène est encore plus avancé chez les 18-34 ans. Et le troisième point, et tout à l'heure quand on a parlé au téléphone, mais tu le cites, donc du coup ça m'a fait plaisir, c'est cette quête de sens dans le travail. Et ce n'est pas que les jeunes, mais si aujourd'hui, ça c'est pareil, 95% des jeunes souhaitent qu'une activité ait du sens. Si vous, dans vos entreprises, vous ne trouvez pas de sens dans ce que vous faites, vous ne saurez pas le véhiculer auprès de eux, et si eux, ils ne trouvent pas le sens, ils ne viendront pas. Le grand enjeu en Europe aujourd'hui, c'est l'employabilité des gens. C'est que vous arrivez de recruter. Moi, j'étais en Allemagne là pendant 6 semaines. Il n'y a pas de personnel. Ils ne trouvent pas des gens qui font le job. Ça veut dire que les usines ne tournent pas parce qu'ils ne sont pas les main-d'œuvre. En France, on n'est pas encore là, quoique le taux de plein d'emploi est pratiquement atteint sur tous les pays européens. Et l'enjeu de l'employeur demain, de chef entreprise, c'est être attractif, d'avoir une leadership, une posture, une attitude, une façon de faire qui donne envie pour que les gens viennent chez vous, qui vont attirer les talents. Si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ce qu'on appelle le employer branding, si vous ne vous rendez pas sexy, pour ceux qui ont le choix, et les bons ont le choix, dans ce cas-là, vous allez avoir du mal à avoir du talent dans votre entreprise, et sans les talents, c'est difficile de faire ça. On voit d'ailleurs au niveau des recrutements, ça s'inverse. Ben oui, c'est complètement changé. C'est nous qui devons donner envie aux Oui. jeunes de venir chez nous. Ouais. Et dans le recrutement, quand moi, dans ma carrière, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le corporate et j'étais en plein de jobs, entre autres chez SFR. J'ai fait 60 recrutements chez SFR. J'étais dans le Côte d'Hier, j'ai fait plein de trucs. Et à l'époque, on faisait des fiches de description de moutons à 5 pattes qu'on cherchait. On faisait des audiences en disant « Ah, voilà ». Et c'est ça qu'il nous faut. Aujourd'hui, quand je fais du recrutement pour des directions, on ne crée pas un profil, on cherche les talents et on adopte le poste par rapport aux talents qu'on a trouvés. Et ça fait quelque part sens parce que c'est comme ça le talent peut s'exprimer. Et pour ceux qui ne peuvent pas recruter, parce que ça n'existe pratiquement plus sur le marché français, on fait plutôt avec les ETP existantes, vous avez un intérêt d'avoir un people review dans vos entreprises pour savoir quels sont les talents de vos collaborateurs. Pas qu'ils sont leurs défauts. Vous savez leurs défauts, mais faites une liste de leurs talents. On va rentrer un peu plus dans les détails de ce que vous pouvez faire. Donc tout ça pour vous dire, les enjeux sont multiples sur... Pardon ?
Il faut que tu la parles en plus. Voilà. Sexy, il en parle. Si vous avez envie de travailler, donc votre leadership interne, comme je l'ai baptisé, hein, donc c'est un nouveau truc que je viens d'écrire comme ça, parce que je trouvais intergénérationnel était trop limitant. Ça permettra de conduire un changement profond et important dans votre entreprise, attirer les nouveaux talents et les garder, parce que si vous ne les gardez pas, c'est ça la grande difficulté aussi. Il y a toujours un qui paye plus cher, il y a toujours un qui propose différemment, et la concurrence, à La Réunion, c'est très difficile d'éviter que vos talents vont chez la concurrence. Donc les clauses ne marchent pas si bien. Augmenter l'efficacité et la productivité, c'est facilement dit, on va voir comment les faire. Préparer à faire face aux défis de demain. Et pour moi, un des points essentiels quand on parle de coaching, vous, le dirigeant, prendre soin de vous, premièrement, de vos équipes, bien sûr, et du système qui vous entoure, avec tout ce qui entoure de vous. Mais ça commence chez vous. Si vous ne prenez pas soin de vous, quand vous êtes en burn-out, moi je ne fais plus de coaching, là c'est directement chez les thérapeutes, et après on peut éventuellement faire du coaching. Et il y a du burn-out, il y a aussi du burn-out. Chez le dirigeant un peu moins. Donc du coup, je vous fais, une fois que vous êtes maintenant bien secoué, des propositions de ce que moi je vois au quotidien avec les gens que j'accompagne et avec les thèses et les hypothèses qu'on a développées et sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Je vous remontre la vue que tout à l'heure, si vous étiez attentif, c'est les rampes de la montagne. Donc, j'habite à la montagne et mon bureau est en bas de la montagne, donc je fais ça le matin et le soir. Et donc un matin, je descends et il y avait cet arc-en-ciel et je trouve que c'était trop génial, donc je prends la photo. Et ce qui est pour moi intéressant de relever, c'est que donc, du coup, l'idée, c'est conduire un changement profond et important, c'est quoi? C'est garder les mêmes choses et simplement changer de lumière. Parce que c'est la même photo, 2 heures plus tôt, le lendemain. Je vous le refais, on ne dirait pas, non? Il y a même la branche. Voilà. Donc, le changement, ce n'est pas jeter ce qui marche, ce n'est pas révolutionner la Terre, c'est simplement mettre une autre lumière, mettre une autre façon d'aborder les choses. Et ça change tout. Je ne dis pas que je n'aime pas cette photo-là, mais celle-là m'apaise quand même différemment. Donc l'idée, c'est apporter un peu de lumière. Moi, j'aime bien parler en images. Et du coup, un changement profond et important peut être déclenché vraiment à la marge. On fait 1 millimètre différemment. L'art de archer, qui fait Tialak? Quelqu'un fait Tialak? Non? Ouais, Tialak. Vous avez intérêt d'avoir une bonne posture, le dos bien droit. Et vous avez un geste que vous allez faire mais des milliers de fois. Et souvent, ça passe à côté. Et par contre, si vous êtes bien entraîné, le grand archer japonais que je ne suis pas, hein, c'est vraiment bien fait, voilà. Donc il arrive à atteindre sa cible et 1 millimètre va changer 3 mètres à l'atterrissage du flèche. Donc c'est souvent on se dit punaise, j'en ai tellement de choses à faire, je ne peux pas faire le grand changement. Faites le changement tous les jours, au millimètre, au gramme, à la marge, chaque fois quand vous vous levez. C'est vous qui décidez de vous lever. Vous décidez de quelle façon vous vous levez, avec le smile ou pas. Vous décidez la façon comment vous regardez dans le miroir le matin ou pas, et la grimace que vous faites ou pas. Donc il y a plein de choses qui viennent de l'extérieur. L'entrepreneur, c'est ma clientèle, je les vois toute la journée et je suis entrepreneur moi-même. Et il y a toute la journée des contraintes et des choses qui ne sont pas évidentes. Par contre, la lumière, le changement profond, il vient de l'intérieur, c'est votre lumière. Donc à voir comment le cultiver, comment être dans ce changement que vous avez envie d'amorcer pour être prêt pour ce monde de demain qui a besoin de vos talents et sur lesquels vous avez envie d'œuvrer. Ça va pour le changement profond et important? Je passe au deuxième. La deuxième thèse, c'est d'attirer de nouveaux talents et les garder. Donc ça, c'est mon copain dans mon jardin. Donc il est, je crois, 7e, 8e génération et j'ai la chance qu'il revienne. Donc il se multiplie, il a certainement une femme quelque part. Le caméléon comme image du talent d'adaptation. Pour moi, ce sont des mini-dinosaures. Ils sont encore là. Donc vraiment un
un reptile qui a su survivre jusqu'à ici, avec donc une résistance extraordinaire, qu'on en a encore, et avec une fragilité qu'on connaît tous parce qu'on est de moins en moins. Avec cette capacité de s'adapter à son environnement, nous à La Réunion, on sait qu'ils ne changent pas de couleur, mais il y a les verts et les marrons. Les verts sont les mâles, les marrons sont les femelles, mais ils changent quand même la couleur par rapport aux support plus intenses et par rapport à leur peur. Quand ils sont très peur, ils viennent pâles, et quand ils sont froids, ils viennent noirs. Vous avez vu ça déjà? C'est tous les caméléons, je les adore, je trouve ça vraiment très très chouette. Donc pour attirer les nouveaux talents et les garder, vous avez besoin d'avoir un territoire accueillant. Une entreprise qui a un territoire accueillant, c'est quelqu'un qui accueille. Ça veut dire quand on veut intégrer de nouveaux collaborateurs, vous avez certainement un intérêt de préparer leur arrivée. Et pas que où il s'assoit et qu'il a l'outil qu'il lui faut, mais aussi que les autres sachent que quelqu'un arrive et qu'ils peuvent l'accueillir dans leur cercle, qu'ils ont un brief pour savoir comment il va leur apprendre. Que ceux qui vont être à côté de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas avant ne va pas se sentir heurté et pas pris en considération. Et si en plus c'est un jeune geek et c'est tout, et moi je suis vieille et je ne maîtrise pas la machine, d'avoir un complexe d'infériorité, tout ça se travaille. Donc accueillir, c'est une chose. Maintenir les collaborateurs en entreprise, c'est leur aider d'avoir un contexte qui le protège, comme un caméléon, pour que le chat ne le mange pas, ce qui est un grand enjeu, parce que le chat le trouve facilement. Mais encore plus probablement qu'ils se sont épanouis, qu'ils trouvent ce qu'il a besoin dans votre jardin entreprise. Donc, développer les talents, c'est comme dans le jardin, arroser, il faut avoir un potentiel dans votre graine de la plante dans laquelle vous avez investi. Mais votre rôle d'entrepreneur, avec un leadership interne, dans la grande façon de le regarder, sera aussi de savoir parfois tailler, parfois arracher les mauvaises herbes, arroser certainement, apporter de l'eau, mais aussi du soleil. Donc à l'image de comment on garde les talents et comment on les trouve en étant attractif, accueillant et quelque chose dans la durée et pas en one-shot. Je sais, vous avez d'autres chats à fouetter à propos de caméléon qui risque de se faire manger par le chat. Mais si vous arrivez d'être le lieu où le meilleur de votre métier sont envie de travailler, vous allez faire la différence. Et vous ne pouvez pas faire tout seul. La troisième idée, et là aussi vous allez me dire c'est banal, mais ce qui est banal n'est pas banal. Augmenter l'efficacité et la productivité. Donc ce qui est là, c'est pendant un des cyclones, je ne me souviens plus lequel, et la photo a été faite par Sébastien Marchal. La violence des natures, la violence de l'impact, il est beau. Et c'est l'efficacité du quai, la construction, la solidité qui fait qu'il est toujours là, après tant d'années, après tant de cyclones, et qu'il résiste. Donc être productif, être efficace, c'est tous les jours, et là vous allez dire, mais bien sûr, je le vois tout de suite quand on n'est pas efficace, quand on n'est pas productif. Mais vous connaissez tous la matrice de Eisenhower, ça vous parle? Non? Urgent, important. Schéma de priorisation. Sur un axe, vous mettez tout ce qui est important, sur l'autre axe, vous mettez tout ce qui est urgent. Là où vous devez mettre votre priorisation, c'est ce qui est urgent et important. C'est comme une grande bombe avec une courte mèche. Si vous vous en occupez pas, ça pète tout de suite. Pourquoi je vous parle de cette matrice de Eisenhower, qui est aussi dans le 7 Habits of High Effectively People de Covey, pour ceux qui ont fait de la formation avec Julien Lesque sur Scott Work. Personne n'a fait ça? C'est prévision. C'est que Prio 3 et Prio 4 occupent 60% du temps en entreprise. C'est affreux. Et ces statistiques datent de 20 ans et c'est toujours comme ça. Donc, efficace et productif, pour vous, ma suggestion, l'hypothèse sur laquelle vous pouvez travailler, que quand vous levez le petit doigt, derrière, il y a quelque chose qui doit se passer. Sinon, vous ne levez pas le petit doigt. Et quelque chose doit se passer. Ce n'est pas forcément que de l'argent,
Mais il y a une action, il y a une réaction, il y a quelque chose qui va se mettre en œuvre. Je dis, mais il faut que je parle avec mes collaborateurs. C'est une action. Et quand tu parles avec tes collaborateurs, tu vas pouvoir créer quelque chose qui va se mettre en mouvement. Pardon, je t'ai coupé. J'ai aussi un point de vue tout à l'heure, enfin, à l'état de voir la situation, on voit souvent des grosses bombes et des petites mèches. Et du coup, oui, alors là, l'exercice de coaching sera de noter tous vos bombes sur un post-it, une post-it par bombe, de faire la matrice et vous coller dedans. Je le fais tous les jours avec mes... On a fait d'ailleurs, n'est-ce pas? L'idée, au début, tout le monde dit, mais c'est tout est prio 1. Mais quand on en discute, mais effectivement, il faut arbitrer. Ce n'est pas possible que tout est prio 1. Ce n'est pas possible que tout est big comme ça avec une mèche courte comme ça. Sinon, vous avez un problème. Et vous pouvez faire des choix différents. D'accord? Donc, augmenter efficacité et productivité, ça doit être le leitmotiv de votre leadership interne pour être prêt pour relever les challenges suivants, parce que maintenant, c'est mon image pareil. Alors, j'adore le jardin, vous avez vu. Vous êtes prêts pour un truc un peu agressif? Ça va? Tenez-vous bien. Hein? Donc, vous préparez face au défi de demain. Donc, ça, c'est un chouchou qui a germé, mais on dirait un lion. Et j'adore la puissance de la nature qui est quelque part... Oui, non, mais c'est marrant comme photo. c'est lui qui a été horrible. Bon, toutes les mauvaises idées, vous pouvez les garder. L'idée derrière ça, c'est que souvent, ça se passe différemment qu'on imagine. Et en entreprise, vous pouvez faire des plans. Et vous avez entendu certainement de la VUCA World. Vous savez, c'est quoi la VUCA World? Volatile, uncertain, c'est ambiguous und noch was. Alors, le monde qui est imprévisible, incertain, non planifiable et ambigu. C'est un terme que les Américains ont créé au niveau de la stratégie militaire il y a 30 ans et qui est arrivé depuis une dizaine d'années dans le monde d'entreprise pour dire comme on est dans une VUCA world, c'est de plus en plus difficile de faire des plans. À l'époque de SFR, on faisait des budgets, des plans sur 5 ans avec des actus et des visibilités qui, on imaginait, pouvaient se remplir. Ça ne se remplissait jamais, a explosé tous les ans. C'était les bonnes années. C'était l'époque où le téléphone fonctionnait encore de cette façon-là. Ça veut dire les plans qui ont été faits rarement ont matché avec la réalité. Mais aujourd'hui, encore moins. La photo que je vous ai montrée tout à l'heure avant la guerre de Ukraine, le monde, il y a 4 jours, et le monde aujourd'hui en Turquie, en Syrie, c'est plus la même. Souvent, ça se passe différemment que ce qu'on imagine. Un bon plan, c'est un plan flexible. À vous d'être prêt, effectivement, de changer le braquet et d'avoir l'agilité. Tu disais tout à l'heure dans l'introduction que ça, c'était donc quelque chose qui vous identifie au niveau de CJD, de se mettre en question. Et pour savoir se mettre en question, il faut avoir l'humilité d'être conscient que vous ne savez pas. Et ça, c'est dur, parce que vous êtes chef, non? Donc tout le monde attend de vous que vous sachiez tout. Ouais, et pourtant. Et le 5e, prendre soin de vous et prendre soin de vos équipes et du système. Donc là, j'ai pris nos baleines parce que, pareil, ça parle à la réunion. Et prendre soin, c'est comme dans tout ce que vous faites. Si vous le faites de façon efficace et avec la productivité en tête, c'est sympa. J'avais rencontré Rémi Huppert qui avait écrit, pareil, il y a déjà 20 ans, sur la façon de diriger autrement. Les 8 façons de diriger autrement. Très bon bouquin. Et lui, il disait dans son discours, si vous êtes fabricant de paniers, pour aller au marché, vous faites un panier, il est efficace et a une productivité parce qu'il va porter des fruits que vous allez ramener au marché. Si maintenant vous êtes quelqu'un qui fait un panier et c'est votre panier, vous mettez de l'amour et le bon geste dedans, ça va être un panier unique. Donc il ne va pas être seulement efficace, mais vous aurez pris soin de votre panier et il va vous fournir une joie et une satisfaction qui n'a rien à voir avec le panier lambda que tout le monde a. Le geste managérial, qui de cette façon-là, avec le geste juste, au bon moment, au bon endroit, auprès de la bonne personne, c'est ce qui va vous permettre
de prendre soin de la relation parce que 1 plus 1, c'est 3. C'est toi, c'est moi. Et ce qui se passe entre les deux, c'est la relation. Si vous n'arrivez pas à créer une relation, que ce soit avec votre collaborateur, que ce soit avec votre banquier, que ce soit avec votre avocat, que ce soit avec votre expert comptable, avec votre fournisseur, avec votre belle-mère, c'est compliqué. Donc, créer le lien, c'est la compétence de demain. Et créer le lien passe par prendre soin. Si je suis bien moi-même, moi, chef d'entreprise, je me nourris correctement, je bouge correctement. Je regarde parce que je trouve ça trop drôle, l'histoire de David. Vous la connaissez? Tu as couru à un moment donné. Ah, c'est ça qui fait rire. Oui, parce que moi, je connais David où il ne courait pas. Et un jour, je le retrouve et il était moitié de lui-même. Et je me dis, c'est quoi ça? Trop énorme. Il s'est pris en main, il s'est mis à courir et il a changé la life. Ça a changé ta vie. En plus. Bref, donc c'est bouger, votre corps il en a besoin, mais prendre soin de la relation avec l'autre. Et dans la systémique des choses qui sont imbriquées dans mon concept de leadership interne, vous tournez ici, ça vibre là. Et là aussi, les tout petits changements ont des impacts énormes. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon, un grand raid et un truc de dingue. Si vous faites tous les jours 10 minutes d'étirement, ça change tout. Si vous méditez 5 minutes par jour, ça change tout. Si vous respirez 4 fois tous les 2 heures, profondément, j'inspire, je suis en colère. C'est trop chiant, le banquier, le client, le fournisseur, nanana, je me déconnecte. Le deuxième, je suis avec moi, je prends soin de moi, je m'oxygène, tout va bien. Je sais le faire, j'ai déjà fait plein d'autres choses, ça ne va pas m'abattre. Moi, je prends soin de moi et quand je sors de là, je serai cool et je serai capable de faire les choses comme il faut. Et le quatrième, je retourne et je suis saine. 4 respirations mesurables dans votre sang. Le cortisol baisse de façon mesurable et le testostérone, même chez les filles, augmente. 4 respirations. 2 minutes power pause le font aussi. Donc, quand je vous parle de corps, on peut mobiliser ses réserves avec ça. Donc, prendre soin de vous, de vos équipes et du système fait effectivement des ondulations. Le plus vous le faites, le plus c'est un mouvement d'avalanche et d'engagement. Tant qu'on ne bouffe pas des graines. Oh, tu n'as pas besoin de bouffer des graines. Donc, du coup, j'ai une petite phrase allemande pour vous. Qui parle allemand? Personne. Je savais. Ouais, c'est dommage parce que traduit, il n'est pas aussi belle. Donc, machen ist wie wollen, nur krasser. Donc, la traduction, c'est faire, c'est comme vouloir, mais plus efficace. Ça, c'est le sens. Mais krasser, c'est vulgaire, hein, c'est plus cool. Ouais. Mais ça veut dire vraiment, les idées, on a tous. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. D'accord? Nombreux. Il y a ceux qui râlent, sont encore plus nombreux. Mais ceux qui mettent en œuvre, ceux qui font, on n'est pas si nombreux. Et le jour où vous allez vous mettre à faire, c'est là où ça change. Donc votre leadership interne nécessite que vous fassiez. Une bonne décision, c'est une décision qui est prise. Et si vous décidez, vous allez, entre A et B, avoir 50% de chances de tomber juste. Donc il faut vivre avec l'échec aussi. Après, il y a des outils pour faire un dilemme, un tétralemme. Et au lieu de dire c'est A ou B, vous pouvez faire A et B, ou ni A ni B. Et dans ce cas-là, vous avez 4 choix et plus que 25% d'échecs. Dingue. Ça, c'est la mathématique. Mais bon, ce n'est pas si simple. Il faut prendre des cas. Mais on peut effectivement, sur chaque sujet, avoir ce type de réflexion. Donc, machen ist wie wollen, nur krasser. Faire, c'est comme vouloir, mais plus efficace. Donc, je me dis, c'est sympa d'avoir de la théorie. Il y a plein de gens qui ont plein de bonnes idées. Qu'est-ce que moi, je fais par rapport à la théorie que je raconte? Ça fait 10 ans que je ne manage plus. Ça fait 10 ans que je travaille avec les dirigeants et aussi avec les managers, mais je ne suis plus en entreprise. Et c'est Noël.
Et mes enfants, c'est chez mon ex. Et chez ma maman, il y a mon frère. Et je suis toute seule. Et je trouve ça tout chiant. Et qu'est-ce que je peux faire? Et j'entends à la radio qu'il n'y a personne qui a envie de travailler dans le service. Et que tous les hôtels ont du mal à recruter. Et je me dis, mais si je pourrais faire ce que je voudrais faire, qu'est-ce que je voudrais faire? Je me dis, mais j'aimerais bien faire du ski. Mais pour ça, il faut de l'argent. Comme je suis indépendant, quand je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Et moi, si je vais au ski, je ne vais pas pour 3 jours. Et là, je commence à googler et je trouve un job de réceptionniste à l'hôtel en Autriche. Et j'ai travaillé pendant 6 semaines comme réceptionniste. Ouais. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Mon patron, à mon âge, il a un CAP de cuisine. Il était le meilleur maître d'hôtel d'Autriche. Mais il a un CAP. Okay? Mec extraordinaire. Ma chef à moi, c'est la dame à côté de moi, elle a la moitié de mon âge et elle est réceptionniste. Et elle me dit tous les jours ce que j'ai à faire ou pas à faire. Je me suis éclatée. J'ai adoré. J'ai fait 6 semaines de ski. Je travaillais de 3h l'après-midi jusqu'à 11h du soir. J'ai même fait le night tea de temps en temps. Et je fais le truc de l'autre côté de miroir. Vous allez dire, j'ai vu le plongeur, j'ai vu la femme de ménage, j'ai vu la gouvernante, j'ai vu tous ces gens-là. Et l'hôtel, c'était un 5 étoiles. Il y avait des gens qui claquaient en 10 jours 60 000 €. Et ça m'a mis le point sur les i, de nouveau, de voir comment on peut faire et comment on ne peut pas faire. C'est un hôtel familial qui vient d'être acheté par un fonds d'investissement allemand, qui conduit à un changement de revenue management, qui se vend maintenant sur Booking, qui avant avait une waiting list pour pouvoir y dormir. Et j'ai eu une démonstration, qu'est-ce qui se passe quand on conduit à un changement qui n'est pas accompagné. J'ai une nouvelle offre pour l'année prochaine, rejoindre le directeur, lui, qui a démissionné. Je ne sais pas sûr que je vais le faire. Mais j'ai pu explorer d'autres visions et voir d'autres choses. Donc ma suggestion pour vous, par rapport à un leadership inter, c'est de vous challenger vous, de vous sortir de vos zones de confort, de vous confronter avec vos peurs, vos insatisfactions, vos incompétences, avec tout ce qui n'est pas évident, pour chercher des solutions et faire. Et si vous avez besoin d'être accompagné là-dedans, mon entreprise c'est actetoi.com, vous m'appelez, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Et le coaching se fait donc auprès du dirigeant en premier et après avec les gens qui l'entourent s'il a envie. Mais je ne coach jamais les équipes tant que je n'ai pas coaché les dirigeants. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter autour de ce qu'on peut imaginer en façon de faire autour de son leadership en interne pour changer, pour attirer, pour augmenter, pour se préparer et surtout prendre soin. Voilà la fin de mes propos et maintenant c'est la partie vraiment plus intéressante pour moi parce qu'à vous de me poser des questions, de challenger ce que je viens de vous raconter ou simplement commenter ce que vous avez entendu. Pour revenir sur le dirigeant sexy, effectivement là c'est la course à recruter les talents qui est toujours un peu compliquée et tout le monde a le même discours. Enfin, il y a une grande partie des managers savent que faut être différent si on veut attirer. Donc c'est un peu la course à qui aura le plus gros baby-foot et la meilleure entreprise pour pouvoir attirer. Comment toi tu verrais la chose par rapport à rendre une entreprise sexy? C'est quoi pour toi les premiers axes fondamentaux à attaquer? Je travaillais ça avec L'Oréal. L'Oréal France demande à L'Oréal allemand d'appliquer les règles et de développer le business selon L'Oréal mondial. Et donc j'ai intervenu en Allemagne auprès de managers qui ont du mal à recruter parce que L'Oréal, qui était la boîte où je crêvais de bosser il y a 30 ans parce que tous les filles voulaient aller chez L'Oréal, aujourd'hui ils ne recrutent plus, ils n'arrivent pas à recruter. Et donc ce que est sorti de l'analyse et de la difficulté, c'est que pour rendre une entreprise sexy, c'est créer de l'espace. L'espace de capacité de s'exprimer. L'Oréal, c'est une vieille maison familiale, très rigoureuse, très hiérarchique, sur laquelle il n'y avait pas de marge de manœuvre. Ça veut dire que tout était prédécliné. Et ceux qui sont lancés, le programme a un peu de mal, c'est-à-dire on définit des règles très claires, donc il y a un cadrage, la consigne elle est claire, mais on ne leur dit pas comment faire.
on leur demande de réfléchir comment faire. Et ça rend le truc sexy. Quand vous regardez les études, il y a une qui est sortie du Figaro récemment sur la satisfaction des employés français par rapport à leur boulot. On est sur l'échelle européenne, en avant-dernière jusqu'à côté de la Bulgarie. Il y a 60% des employés français qui sont insatisfaits avec le travail qu'ils font et la façon dont ils vivent leur employeur. Ils sont 48 des jeunes qui ont l'impression d'être non justement rémunérés. Ils ont l'impression qu'ils fournissent beaucoup plus que ce qu'ils obtiennent. Donc soit vous êtes tous des méchants, soit il y a une lecture qui n'est pas cohérente. Soit c'est entre les deux, probablement. Donc pour rendre une entreprise sexy, créer de l'espace, une certaine transparence. Après, là aussi, ça se discute. Hein. Je dis transparence ne veut pas dire on se met tout nu. On communique ce qui est entendable. Mais si vous faites des marges, comme nous chez SFR, des 40%, à l'époque, ça n'existe plus. Vous racontez aux gens que vous ne pouvez pas donner les chiffres parce que vous avez peur qu'ils trouvent ça farfelu et ils veulent tous des augmentations. Mais effectivement, ce n'est pas la peine de leur donner les chiffres parce qu'ils savent calculer, hein, ils savent combien de téléphones ils sortent. C'est l'ARCEP qui s'en est chargé et donc le marché lui-même, il a réagi avec différents acteurs qui ont fait que les marges ont fondu parce que c'était incohérent. Donc, être transparent, de faire un métier qui a un prix qui correspond à un marché par rapport à une prestation et d'être transparent avec ses collaborateurs pour le rémunérer à la juste valeur, d'avoir un système de challenge qui n'est pas forcément pécuniaire, mais avoir des indicateurs. Les collaborateurs ont besoin quelque part de savoir où ils sont. Encore hier, j'en ai eu des gens qui m'ont dit, mais la non-considération, c'est ce qui est le pire. Et considération, reconnaissance, c'est décline en positif comme en négatif. Hein. La reconnaissance négative, c'est je t'ai demandé de faire ça pour jeudi, tu n'as pas fait, je ne suis pas d'accord, c'est pas OK. Mais si je ne le prononce pas, si je ne mets pas le mot dessus, ça flotte. Je n'ai pas de paper, sinon je ferai mes carrés sur la taille du cadre. Vous connaissez la matrice Intercalia, ça s'appelle. Bilan Intercalia. Les compétences sur un axe et la motivation sur l'autre axe. Si vous avez des gens qui sont extrêmement motivés et qui sont extrêmement compétents, on est dans le flow. Trop beau, on les aimera tous avoir là. Si par contre quelqu'un est très motivé, mais il n'est pas compétent, il est plutôt ici, dans ce moment-là, il est très vite dans le stress, il est très vite débordé et là où il y a les RPS, les risques psychosociaux. Donc l'idée, c'est de l'accompagner dans sa compétence. Donc là, il y a un cadrage assez proche pour l'accompagner, pour qu'il trouve son chemin, comme si moi je marche là sur la crête, j'ai besoin d'un truc pour me tenir dessus. Donc il faut être suffisamment proche, pas l'écraser non plus, ça ne marche pas, hein, mais être proche pour qu'il puisse appuyer. Si vous avez des gens qui sont très compétents mais qui ne sont pas motivés, vous avez l'ennui, le truc il est mou, et ça peut aller jusqu'au sabotage. Ils s'ennuient. C'est les seniors qu'il faut remobiliser avec du challenge. Donc là aussi, vous avez un cadrage, mais avec plus d'espace pour qu'il puisse s'exprimer. Vous êtes à côté de lui. Vous avez ici un endroit ni motivé ni compétent. Ça, c'est embêtant. Hein. Il a arraché le mauvais herbe. Ben oui, pourquoi c'est embêtant? Parce que même les stagiaires qui sortent de l'école, il est au moins motivé, il est au moins un petit peu nerveux. Donc, il y a un intérêt d'accompagner là, soit avec la compétence et motivation, soit vers un autre métier au nord de l'entreprise. Courage managérial, c'est sexy. Le courage managérial est sexy pour les employés. La satisfaction d'un employé, ce n'est pas le salaire 6e place. Le premier critère de satisfaction pour un employé, c'est quoi? La qualité de son management. Oui, c'est chaud, hein? C'est chaud. Mais c'est là, je dis, c'est l'espoir. Parce que si on sait ça, et je suis manager, je suis chef d'entreprise, mais je vais tout faire pour que ça soit à l'auteur de mes rêves, à l'auteur de façon que moi j'aurais voulu être manager à l'époque où j'étais encore employé. Vous n'avez qu'à faire. Faire, c'est comme vouloir, mais plus efficace. Voilà. Et sur le dernier, dans le flow, compétent et efficace, effectivement, il faut aussi un cadrage, parce que c'est un peu comme une Ferrari, comme un cheval de course. Si vous ne cadrez pas, ça galope dans tous les sens.
Et là, il faut être bon cavalier pour cadrer les gens qui sont compétents et motivés. Sinon, vous ne les gardez pas. Ça répond à ta question? Il faut que je sois franc. Vas-y. Si, il y a d'autres choses. Effectivement, puis c'est la remise en question quasiment toutes les semaines. C'est ça. Ouais. Et c'est la théorie facile, la pratique est bien différente. D'autres questions? Vas-y. Moi, sur les différentes visions justement entre la position du manager qui doit parfois prendre des décisions courageuses, notamment à la demande des collaborateurs, Oui. et qui, quand il prend une décision, il peut quand même se prendre des fois des remarques, Oui. vécues, et on se dit, mais forcément, quand on prend une décision, c'est une prise de risque. Oui. Il y a des choses qui sont comprises. Donc, comment on fait comprendre aussi cette communication entre les managers et les salariés, pourquoi il y a des décisions qui sont prises dans ce sens-là pour éviter justement des décalages et des incompréhensions. Oui, grand enjeu. La première chose que ça m'évoque, c'est quand tu dis, mais on se prend des remarques, oui, et tu te prendras plein. Et c'est un métier cruel. Et tu es toujours exposé, tu es toujours responsable, et aussi bien que tu voudrais faire, mais il y a toujours des choses qui ne vont pas être évidentes. Maintenant, sur la posture de communication, ça marche avec le collaborateur, mais vous pouvez l'appliquer avec tout le monde. La communication, c'est 1+1, c'est 3. Donc, il faut créer les liens. Je suis ton collaborateur, ta belle-mère, ton fournisseur, ton client, et je n'ai pas envie de te parler, ou je suis fâchée avec toi. Et toi, tu as envie de créer un lien avec lui. Tu as envie de rentrer en communication. Mais si tu fais comme ça ne va pas faire. Ça commence pas là. Donc, il y a un qui a besoin de trouver une initiative, un sens de bouger. Et c'est ceux qui a la capacité qui le fait. Donc, je vous souhaite avoir cette capacité-là pour vous ouvrir, pour chercher l'autre là où vous pouvez lui donner envie pour que lui, il se ouvre, pour qu'il y ait une communication qui peut avoir lieu. La difficulté, c'est que là, on se rencontre en hauteur de vue et en hauteur de yeux. Souvent, ce qui se passe avec les collaborateurs, c'est qu'ils sont un prisme comme ça, parce qu'ils sont en information comme ça. Donc, la décision qu'on peut prendre d'écarter un collaborateur qui a piqué dans la caisse ou qui a fait, je ne sais pas quelle faute grave, qui nécessite tout de suite qu'on le vire, c'est vous la responsabilité de votre boîte. Sa copine, son collègue avec qui il a travaillé pendant tant de temps, connaît peut-être pas toute l'histoire et va voir que la partie de la souffrance humaine par rapport à cette décision cruelle. Si vous communiquez avec votre niveau de connaissance avec cette personne et elle a un niveau de connaissance de cela, ça ne va pas le faire. Donc c'est à vous de la ramener, vous, votre discours, à son niveau pour qu'il puisse l'entendre. Une des choses les plus injustes, les plus compliquées à faire et qu'on doit faire tout le temps, qu'on a un savoir-faire, qu'on a une expérience, qu'on a une vision qui est plus large que les autres, c'est à nous de faire l'effort de descendre dans la spirale pour se mettre à l'auteur de l'autre. Et nombreux sont les managers qui me disent « Mais pourquoi c'est toujours moi qui dois faire les efforts ?» Parce que tu es le chef. Non, pas parce que tu es le chef, parce que tu as envie de faire avancer le schmilblick. Parce que tu es intelligent et parce que tu sais que ça passera que par le lien. Tu peux le cogner, ça ne va pas le faire. Si quelqu'un ne veut pas bouger, c'est extrêmement nuisible. En coaching, nous travaillons beaucoup sur les neurosciences. Je dis toujours que pour changer les choses, on se concentre sur ce qui marche. En management classique, il y a encore quelques années, peut-être vous faites ça encore, on fait des analyses sur les axes de progrès de ce que tu ne sais pas bien faire. Je vous invite à un petit exercice. Planchez-vous, s'il vous plaît, dans votre pire expérience managériale jamais vécue. Le truc que vous ne voulez plus jamais revivre. On a tous eu. Allez-y. Souvenez-vous, c'était quand, c'était comment, qu'est-ce qui s'est passé, à quel point vous avez souffert, à quel point vous avez mal au ventre, à quel point vous avez mal dormi, à quel point vous êtes fâché avec votre chérie, à quel point c'était... Voilà. Sur vos visages, je vois déjà... Okay. Après, tirez s'il vous plaît une morale de cette histoire, qu'est-ce qu'il ne faudrait jamais reproduire. Ça, c'est la façon comme moi je suggère de ne pas le faire. C'est comme une huître, hein. Je vais mettre une graine de sable dedans pour que ça devienne une perle. Je tape dessus, ça ne marche plus. Chakra fermé, neuronalement, niet. Donc, si vous voulez progresser, vous vous concentrez maintenant, là, sur votre meilleure expérience managériale. Le moment où vous étiez élégant, juste.
archer, magnifique, tout. Souvenez-vous, il y avait ce moment. Vous l'avez tous eu. Vous avez tous plus que 18 ans, donc c'est sûr. Je sais pas te les choisir. Voilà. Et ce moment-là, maintenant, souvenez-vous, quels ont été les ingrédients, quelle était la constellation qui a fait que ça marchait. Et si on pourrait en faire une recette, si cette expérience-là, vous pouvez le ramener aujourd'hui pour en faire une recette pour demain, ce sera quoi? Et cette morale, elle est là, vous rigolez, vous êtes open, et ça, c'est inspirant. Donc, aidez votre collaborateur aussi de voir pas que ce qui ne fonctionne pas, mais aussi ce qui fonctionne. Et ça marche si vous voyez ce que lui, il fait bien. Donc, vous faites un delta plus la prochaine fois. Vous nommez tous ceux où il vous satisfait, en disant ça c'était bien, là c'était bon, là c'était OK. Il faut trouver, hein. Il faut faire une petite collection. Il y a certains pour lesquels on trouve moins facilement que pour d'autres. Et une fois que vous avez placé ce qui fonctionne, vous pouvez nommer là où vous êtes en attente, parce que c'est encore l'écart par rapport à ce qui est attendu, le delta, la différence entre le nirvana souhaité et la réalité. Ça, c'est dans les entretiens annuels, vous faites ça. Une fois que vous avez identifié ce qui a progressé, vous les travaillez en 3 axes. Ce qui existe et qu'il faut arroser, donc à développer. Ce qui n'existe pas, ce qu'il faudrait créer, inventer, parce qu'il n'a pas encore en compétences, en moyens, en je ne sais pas quoi. Et, my favorite, ce qu'il faudrait arrêter de faire, parce que ça ne fait pas de sens, ça fait perdre énergie et temps. À nommer. Courage managérial. Pourquoi c'est si dur? C'est toujours la peur de la conséquence. Il y a la peur, et neuronalement, vous êtes programmé, votre cerveau fonctionne en boucle. Ça veut dire, une fois que j'ai appris, c'est très difficile de désapprendre. Mettez-vous debout. Exercice facile que vous connaissez, que je fais régulièrement. Non, croisez vos bras. Voilà. Tout le monde sait croiser les bras. Voilà. Vous êtes à l'aise, cool. Maintenant, vous croisez dans l'autre sens. Vas-y. Je ne sais même pas si j'ai fait la même chose ou pas. Voilà. Vous voyez quand c'est con, non? Normal. Voilà, on fait tout le temps. Maintenant, l'autre sens, il faut se concentrer, un vrai effort. J'essaie de le faire, mais inhabituel. Ça, vous pouvez vous asseoir. Ça nous montre à quel point on est